pas évident. La fois dernière, certains étaient présents. Pour Jean-Michel Servet, je disais qu'il devait avoir une double vie, puisque tellement il passait du temps à la fois dans les études théoriques et dans les études pratiques. Alors, pour Jacques, je ne vais pas dire la même chose, parce que je le connais. En fait, il y a une double vie successive. Il a pendant, disons, 40 ans, écumé les marchés financiers. Oui, je ne ferai pas de commentaires superflus, mais... Et ensuite, il a fait un ouvrage connu, puisqu'il est maintenant réédité en livre de poche. Alors certains ont dit pourquoi. Certains imaginent que c'est peut-être pour acheter ses méfaits. Parce qu'on n'est pas financier pendant 40 ans sans laisser des traces. Et donc, penser que c'était de vies successives bien tranchées. En fait, le connaissant un peu plus, c'est deux vies qui sont un petit peu mêlées. Il a commencé à réfléchir avant même de prendre sa retraite. Alors un financier qui réfléchit à ce qu'il fait, c'est vraiment suspect. Et donc pendant 40 ans, Jacques, parce qu'on est devenu un ami personnel, parce qu'on a tellement guerroyé ensemble que maintenant il y a prescription, a travaillé dans des grands organismes de crédit, d'abord au public, et ensuite dans cette grande finance internationale, dans des fonds d'investissement. Et pas n'importe lesquels, hein. Je ne vais pas faire leur pub, mais chez Barclays, en Suisse, etc. Et chaque fois, ce n'était pas qu'il était viré parce qu'il était mis, non, parce que chaque fois, c'est quelqu'un d'autre qui l'appelait. Et donc voilà, il a terminé sa carrière scientifique. Qu'est-ce que j'allais dire ? D'acteur, de gestionnaire de fonds, comme conseiller pour la recherche de la Française Asset Management, qui est une très grande société, comme vous savez. Alors, cette autre vie, c'est pas un rachat pour avoir péché. En fait, quand on creuse un peu, ça avait commencé avant. Il commençait par vouloir racheter ses péchés bien avant de prendre sa retraite, puisqu'il a effectué des cours. Oui, c'est abaissé à faire des cours. Ce que ferait quand même, un universitaire quelconque, comme professeur associé. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces enseignements que je l'ai connu, puisque c'est exactement parce qu'il acceptait d'apporter son assistance à l'Institut de sciences économiques et mathématiques appliquées, l'ISMEA, qui a été créé par François Pérou, qui est le grand économiste français, et auprès duquel, justement, j'ai pu travailler. De telle sorte que je me suis rendu compte que Jacques, pendant des années, se posait des questions sur la signification du mode de fonctionnement des marchés financiers. Et avant de prendre sa retraite, il avait déjà publié un certain nombre d'articles dans des revues qui sont des revues considérées comme on appelle des revues dites académiques. Mais effectivement, depuis sa retraite, sa nouvelle vie a changé. Et tout en restant de temps en temps conseiller, mais très, très ponctuellement, compte tenu de son expérience professionnelle, il fait essentiellement donc de la recherche. Et son ouvrage sur les taux d'intérêt négatifs, que tout le monde a, je pense, déjà feuilleté, si vous ne l'avez pas fait, je pense qu'il doit être à l'extérieur, c'est publié, on peut peut-être le montrer, non ? Non ? Ça rien. Vous le verrez à la sortie, voilà, on le montre là. Il était publié par les classiques Garnier qui publie de la littérature honorable. Là, quand même, maintenant, se met dans des écrits un petit peu délicats. Et donc, chez Garnier, il y a toute une collection d'ouvrages maintenant économiques. Et l'intérêt de cet ouvrage a fait que Garnier l'a republié maintenant en livre de poche pour pouvoir justement élargir son public de lectorat. Je crois que le sujet d'aujourd'hui, je vais lui laisser tout de suite la parole pour ne pas être trop long, est un sujet important sur lequel tout le monde, y compris les spécialistes, s'interroge. Et je souhaite qu'à travers
séance d'aujourd'hui, on ait une meilleure conscience des enjeux qui se passent actuellement dans le monde financier et donc dans le monde économique. Merci. Bien, alors je remercie la ville de Montpellier de m'avoir invité. Je ne suis pas habitué à parler devant des audiences aussi nombreuses, dans des salles aussi bien remplies. Il y a les amphithéâtres universitaires, mais ce n'est pas tout à fait le même exercice. Je remercie Roland pour ses mots sympathiques. Bon, il a 40 ans, tu exagères un petit peu, Roland. Tu me vieillis un petit peu. Je me présente souvent dans les réunions professionnelles comme un personnage hybride, effectivement, à la fois trader repenti et chercheur inlassable. Dans un séminaire l'année dernière, on m'a dit carrément que les opérateurs financiers qui faisaient de la recherche, c'était pour résoudre leurs problèmes schizophréniques. Bon, enfin voilà, on peut imaginer tout un tas de choses comme ça. Mais c'est vrai que cette histoire des taux d'intérêt, c'est un peu toute ma vie. J'ai commencé mes premières activités dans le service d'études du Crédit Lyonnais en 1973. Les taux d'intérêt étaient à peu près à 13%. J'ai commencé ma carrière active de trésorier du CE-PME à l'époque. Les taux sont montés à 20%. Et puis tout le reste de ma vie professionnelle, je les ai vus baisser de 20 à 15, à 10 qui était une espèce de barrière infranchissable, puis à 6, puis à 4. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais que va-t-il se passer? Et en fait, la chose a continué. Donc, c'est vraiment... je faisais essentiellement de la gestion obligataire dans les fonds d'abord comme emprunteur, puis ensuite dans les fonds que je gérais, que je dirigeais. Donc, c'est vraiment toute l'histoire de ma vie. Et est arrivé cet épisode des taux négatifs. Et beaucoup de gens m'invitaient à synthétiser un peu les différentes recherches que j'avais faites au fil du temps. Et cette arrivée dans les taux négatifs m'en a donné l'occasion, d'où ce livre et d'où cette conférence. Alors, le titre, d'abord les photos. La photo de gauche, c'est une image synthétique produite par la NASA avant qu'on ait pu photographier les trous noirs. Et la photo de droite, c'est la photographie d'un vrai trou noir sorti l'année dernière par la même NASA. Donc il y a 3 mots importants: les taux d'intérêt négatifs, il y a le trou noir et il y a le capitalisme financier. Donc on va vite passer sur le capitalisme financier qui est, je dirais, l'opposé du capitalisme entrepreneurial. C'est le capitalisme de type LVMH. J'achète des boîtes, je fais des montages financiers pour maximiser l'enrichissement actionnarial. Voilà, ça c'est assez simple. Les taux d'intérêt négatifs, on va en parler bientôt. Ce qui est important, c'est l'articulation. Et en fait, ce que je voudrais vous présenter ce soir, c'est une idée assez simple, mais elle est tellement simple que très peu de politiques, et pratiquement aucun politique, et très peu d'académiques ne s'en emparent, même si certains aujourd'hui disent... en fait, il y a ceux qui s'y intéressent, un cénacle de gens qui s'intéressent, et en gros, tous les autres qui s'en foutent. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal L'Opinion aujourd'hui. Donc c'est un sujet assez surprenant, parce qu'en fait, l'idée est assez simple. L'idée, c'est que le modèle de développement économique dans lequel on évolue depuis à peu près 40 ans, depuis le début des années 80, est générateur d'instabilité financière. Si on regarde l'histoire des crises financières dans le monde, il n'y a aucune crise financière majeure entre 1945 et 1980. Et il y en a 10 ou 11 majeures. Je dis vraiment des grandes crises, je ne parle pas des crises accessoires, entre 1980 et aujourd'hui. Donc la caractéristique de ce modèle de développement, c'est qu'il crée une instabilité financière et que l'instabilité financière n'est pas traitée pour ses causes profondes, elle n'est traitée que superficiellement par des politiques monétaires. Donc on adopte une politique monétaire de ce qu'on appelle non conventionnelle, avec 2 piliers, les taux d'intérêt négatifs et un deuxième pilier qui sont les opérations quantitatives, ce que dans le jargon on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire la création de monnaie pour les banques, par les banques centrales. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai formulé... pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que j'ai formulé, en constatant que les taux avaient baissé de 1982 jusqu'à aujourd'hui,
et qu'à chaque fois qu'on avait voulu les remonter, ça s'était mal terminé, et qu'on était retombé à chaque fois un peu plus bas, et de plus en plus bas. Et je dis, c'est un trou noir, c'est-à-dire que c'est un truc qui aspire. Et le trou noir, vous savez, en astrophysique, c'est un objet céleste dans lequel la lumière et l'énergie plongent et ne ressortent pas. Voilà. Et à l'appui de cette thèse que j'ai formulée en 2016, se seront produits des événements assez cocasses aux États-Unis fin 2018, début 2019, qui ont été la preuve, la démonstration que effectivement, même si on tentait d'en sortir, on n'y arrivait pas. Donc je vous expliquerai un peu ça. Alors, évidemment, ça fait un menu un peu important pour cette soirée, mais je vais essayer de ne pas vous abreuver de trop d'informations, de garder un fil directeur. Donc, on va d'abord parler d'un constat. Les taux d'intérêt sont passés en dessous de zéro. Je rappellerai un peu, parce que c'est une question qui a été posée, qu'est-ce que c'est qu'un intérêt, qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt, qu'est-ce que ça représente économiquement ? Et pourquoi, à partir de cette définition, le fait que les taux d'intérêt soient négatifs est une anomalie du point de vue économique. Ensuite, je développerai un peu l'idée que je viens de vous présenter. Pourquoi, en fait, de fil en aiguille, on est arrivé à cette situation. Et enfin, j'illustrerai l'idée du trou noir. Et puis ensuite, s'il reste un peu de temps, je proposerai pour donner une touche d'un peu d'optimisme, quelques solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à repartir dans une direction un peu meilleure. Et puis, dans la partie questions-réponses, peut-être, je ne suis pas là pour faire des conseils en stratégie financière, mais faire quelques remarques sur l'état des marchés financiers actuels pour éclairer ce problème délicat de l'épargnant moyen qui a 0,25 sur les livrets de caisse d'épargne et 1% sur son assurance vie et qui se demande où tout cela va le conduire. Alors, quelques graphiques pour montrer les taux d'intérêt sont passés effectivement en dessous de 0 à 0 ou en dessous. Alors, on va parler de taux négatif ou nul. Hein, c'est un peu... ce qui est important de savoir, c'est que en anglais, on dit zero lower bound, ça veut dire la limite du taux zéro, et que les pays anglo-saxons, l'Angleterre, les États-Unis, n'ont jamais franchi cette barrière. Ils ont tapé sur zéro, ils ne sont jamais allés en taux négatif. L'Europe, elle, a attendu. On voit sur ce graphique, le trait en rouge, c'est le... Il ne faut pas que je montre comme ça, mais il fallait que je montre avec le... Voilà. On voit que l'Europe a été asynchrone. C'est tout un débat sur l'opportunité de ne pas avoir fait les taux zéro et le quantitative easing après la crise de 2009 et l'inopportunité de l'avoir fait après et de le continuer aujourd'hui. Donc vous avez le premier graphique, c'est les taux du marché monétaire entre banques. Le deuxième graphique, ce sont les bons du Trésor à court terme. Le troisième graphique, ce sont les taux des emprunts d'État. Donc ça a été dit dans la présentation initiale. Les obligations d'État, en Allemagne jusqu'à 10 ans, en France jusqu'à 5 ans, 6 ans, sont à rendement négatif. Au Japon, elles sont à 0 ou plus ou moins epsilon. Et alors, le quatrième graphique, c'est le montant mondial des dettes publiques qui sont à rendement négatif. Et vous voyez que sur ce graphique, ce montant n'a cessé d'augmenter à partir, en gros, de 2012, si je ne me trompe pas. Je ne vois pas bien d'ici, mais c'est à peu près l'idée. Alors, il y a une question qui vient forcément à l'esprit. Comment est-ce qu'on peut prélever un taux d'intérêt négatif ? Comment est-ce que c'est cette histoire ? Normalement, quand on prête de l'argent, on doit recevoir en remboursement plus que ce qu'on a prêté. C'est d'ailleurs écrit dans le Code civil en toutes lettres en France. Quand on emprunte, on doit rembourser au moins le montant du principal. Alors, comment on fait ? Il y a une première solution, c'est dans les prêts bancaires, dans les dépôts bancaires, pardon. On va vous prendre une commission de dépôt, on peut vous prendre des frais, on peut prendre tout un tas de trucs qui font que ça se pratique aujourd'hui en Suisse, ça se pratique dans certains pays scandinaves. Vous mettez 100 euros ou 100 couronnes à la banque et en fait, on vous rendra 100 euros moins une commission ou des frais fixes ou des machins comme ça qui font que vous serez pénalisé. L'autre façon de procéder, c'est de vous faire acheter un titre à un prix supérieur à son prix de remboursement.
Alors, le meilleur exemple, là, j'ai mis dans le premier... Vous voyez à peu près les graphiques, c'est pas trop petit, ça va les adjudications. Le Trésor français émet des obligations par adjudication. Donc, il dit, voilà, je vais mettre une obligation qui rapporte 0, parce que depuis 2016, les obligations à 5 ans émises par le Trésor public français ont un coupon de 0. Donc, déjà, le taux est à 0. Mais non seulement le coupon est à 0, mais vous allez l'acheter 101 et je vous le rembourserai 100. Voilà. Donc, c'est une façon de pratiquer un taux d'intérêt négatif. En fait, vous investissez à perte. Alors, j'ai dit que c'était un peu limite par rapport au Code civil. C'est aussi limite pour tout ce qui est gestion fiduciaire. Vous confiez du fric à un intermédiaire, à un professionnel. Et s'il achète un titre comme ça, en fait, il achète avec une perte certaine. Donc, c'est un peu limite par rapport à un contrat fiduciaire dans lequel l'intermédiaire, enfin votre gérant doit faire le maximum. Il a une obligation de moyens, à défaut de résultats, pour obtenir un rendement positif. Mais s'il achète déjà un truc qui va être en perte au remboursement, l'obligation de moyens ne va pas être tenue. Voilà, alors, voilà les graphiques, la trajectoire du prix d'un bon du Trésor. J'ai pris un bon du Trésor à 3 mois. Alors vous, en tant que particulier, vous n'achetez pas de bon du Trésor. C'est votre banquier qui le fait, votre gérant de SICA ou de fonds commun qui le fait. La courbe en verte, c'est le régime normal. J'achète à 101 et ce sera remboursé 100. Donc ça me fait un intérêt de 0,60. Et le régime aujourd'hui, c'est que je l'achète à 99 et ce sera... Non, c'est l'inverse, pardon. Le rouge, c'est le régime normal, ça monte, la valeur monte plus on se rapproche de l'échéance. Donc je l'achète 99, il est remboursé 100. Et actuellement, on est à moins 0,60, donc j'achète 101 et ce sera remboursé au pair. Donc il n'y a pas textuellement par rapport au Code civil de violation, mais enfin on est quand même sur quelque chose d'assez limite. Alors, petite parenthèse, petit retour sur un tout petit peu de théorie. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt ? Pourquoi est-ce qu'on a un intérêt ? En théorie économique, l'intérêt, c'est le temps, c'est la rémunération du temps. Et il y a une notion en économie qui s'appelle la préférence pour la liquidité. On va appeler ça la propension à consommer immédiatement. Et donc, l'intérêt, c'est quelque chose qui vient compenser le fait que vous différez la disponibilité de vos liquidités, parce que vous les avez prêtées à quelqu'un. Et pour celui qui les a empruntées, l'intérêt, c'est en fait le coût de l'anticipation de cette consommation. Alors, premier graphique, on imagine deux années. L'année 1 en abscisse, l'année 2 en ordonnée. S'il n'y a pas de taux d'intérêt, en fait, c'est indifférent. Je peux consommer aujourd'hui ou consommer l'année prochaine. Mon revenu de cette année ou le revenu de l'année prochaine, il n'y a pas de différence. Si je mets un taux d'intérêt, il y a une pénalisation. Donc, celui qui va différer, au final, aura plus, et celui qui va anticiper aura moins. C'est le prix du temps. Donc, l'intérêt, c'est littéralement le prix du temps. D'accord ? Donc, évidemment, ça va être proportionnel à la durée, et puis ça va introduire une idée de risque, de prime de risque. Évidemment, si je prête à quelqu'un qui a beaucoup de chances de ne pas me rembourser, ce prix du temps va être beaucoup plus élevé que si je prête à quelqu'un dont je suis certain qu'il va me rembourser. OK ? Alors, ce qui est important ensuite... Donc voilà, taux sans risque et prime de risque, c'est que la structure, les marchés financiers et les marchés bancaires sont structurés à partir d'une durée courte. Donc on va commencer de 1 jour à 3 mois, à 6 mois, à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans. Et ils sont structurés en fonction de l'emprunteur. C'est le Trésor américain, c'est le Trésor allemand, c'est le Trésor français, etc., jusqu'au Trésor du Zimbabwe. Enfin, j'ai rien contre le Zimbabwe. Ou contre une start-up des Philippines, où là, mon risque est beaucoup plus important. Et donc, je vais avoir une espèce de tableau à 2 dimensions qui va être le taux sans risque de l'emprunteur le plus sérieux sur la durée, et puis les primes de risque et de liquidité que je vais mettre pour chaque emprunteur. Alors c'est très important parce que l'histoire des taux nuls ou négatifs, ça veut dire que ça tire toutes les références vers le bas. Ce n'est pas seulement les trésors publics qui empruntent à 0%. C'est aussi ma petite fille qui a 25 ans et qui emprunte à 25 ans à 1%. Voilà.
Et c'est aussi les entreprises, on en parlera tout à l'heure, qui peuvent emprunter à 0,50 ou 1% sur 5 ans ou 10 ans pour faire toutes sortes d'opérations bilancielles. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai fait cette petite parenthèse, c'est pour expliquer que ces taux, il y a quelques grandes entreprises multinationales qui empruntent à 2-3 ans avec des taux négatifs. Mais globalement, les taux négatifs, c'est plutôt l'apanage des États, des trésors publics. Mais ça tire toute la structure vers le bas. Bon, on va passer là-dessus, c'est pas très important. Alors, pourquoi les taux d'intérêt négatifs sont-ils une anomalie? Alors là, je ne peux pas me priver de faire mon petit numéro, parce que pendant des années, à l'instar de beaucoup de profs d'économie, quand on commençait à parler des taux d'intérêt, oui, parce que l'intérêt, c'est le temps, et le taux, c'est le facteur de calcul, c'est la facturation, combien on va facturer le temps. Et on disait, les taux, ça va de 0 à beaucoup. Par exemple, dans les périodes de crise monétaire, on a vu certains pays avoir des taux à 3000%. Parce qu'on veut dissuader les gens d'emprunter dans cette monnaie. Pour les dissuader, on fait monter les taux. Moi, j'ai vécu des crises monétaires en France. On n'était pas à 3000, mais on était à 20, 30, 40% pour solder les opérations interbancaires au jour le jour, pour empêcher les mauvais spéculateurs d'emprunter du franc pour le vendre et le faire chuter et le faire dévaluer. Bon. Donc le taux, on racontait ça aux étudiants, ça va de 0 à 20, 30, 50, etc. Mais c'est 0. Et pourquoi c'est 0? C'est 0 parce qu'on a des billets. Et c'est quoi le taux d'intérêt d'un billet? C'est 0. Donc si on veut vous obliger à avoir une rémunération négative, vous allez à la banque, vous allez retirer tous vos billets, et puis vous aurez 0. D'accord. Donc on racontait ça, on sortait les billets, on était très contents. Jusqu'en 2012-2013. Puis là, on a commencé, dans le milieu prof, à être un peu gêné par ça. Bon, là, la plupart ont dit, mais c'est pas grave, on oublie la question, et puis on va parler d'autre chose. Mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, le montant des paiements en espèces est extrêmement limité. Vous avez de moins en moins la possibilité, vous ne pouvez pas acheter une voiture, venir payer en billets, c'est plus possible. Et puis, on est en train de discuter dans le milieu bancaire une augmentation des frais sur les retraits de billets au DAB. Autrement dit, on est en train de nous pousser vers la monnaie électronique, la monnaie scripturale, au détriment du billet. Donc le billet n'a même plus... Puis de toute façon, placer son contrat d'assurance vie en billet, il faut avoir un beau coffre. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, quand on me pose la question, c'est quoi les taux d'intérêt négatifs? Je dis, on peut considérer ça un peu comme une prime de coffre. En fait, plutôt que d'avoir l'argent en billets chez moi, ce qui est quand même dangereux, je le laisse à la banque dans un placement qui rapporte moins 0 quelque chose. C'est comme si je payais une commission, donc c'est la prime de coffre que je paye à la banque. Alors, donc, si l'intérêt, c'est le temps, c'est quand même un drôle de problème de dire j'ai supprimé la rémunération du temps et je l'ai inversé. Qu'est-ce qui se passe dans l'économie? Alors là, je fais une autre petite remarque sur la pensée des économistes. Les économistes, ils aiment bien, quand quelque chose d'inattendu par rapport à leur théorie se produit, ils aiment bien changer la théorie pour s'adapter. Donc en psychiatrie, ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est dans ce truc-là, je ne veux pas en entendre parler. C'est un peu Trump quand il parle du réchauffement climatique. Voilà, c'est un peu pareil. Cette truc. Donc il y a un phénomène nouveau, mais finalement, où on n'en parle pas, où on dit que c'est n'importe quoi d'en parler, comme je le fais là aujourd'hui, que ce n'est pas une anomalie, que c'est un nouvel état du monde, c'est un nouvel état de la finance, etc. Et on cherche à passer à autre chose. Bon, il y a un petit problème, c'est pas grave. Alors, je crois que Montpellier est la plus ancienne université de médecine d'Europe ou du monde, je ne sais pas. Du monde? Non, d'Europe. Oui, peut-être des Chinois, peut-être, on ne sait pas. Alors moi, j'aime bien, pour analyser des éléments comme ça, adopter une démarche clinique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à avoir des taux d'intérêt négatifs qui sont une anomalie qui perdure? Parce que ça fait quand même maintenant 10 ans qu'on est dans ce régime-là.
Et donc, dans la démarche clinique, on va avoir la démarche clinique ancienne, avant qu'on ait tous les examens de labo et qu'il n'y ait plus de démarche clinique. Le terrain, alors vous êtes de tel ou tel terrain, vous avez des défenses immunitaires, vous ne les avez pas, vous êtes dépressif, vous êtes joyeux, ça c'est le terrain, la part génétique est importante. Après, vous avez une affection, alors on la voit ou on ne la voit pas, on se trompe. Après, vous avez des symptômes. Donc, vous pouvez effectivement, ce qu'on fait un peu dans la médecine d'aujourd'hui, ne retenir que les symptômes et ne traiter que les symptômes et ne pas remonter au cran d'avant parce que, par exemple, la crise, on ne veut pas trop savoir d'où elle vient. C'est un peu gênant. Donc, le diagnostic et la thérapie. Et donc, tout ça s'enchaîne. Si vous avez un diagnostic qui ne s'attaque qu'aux symptômes, vous allez adopter une thérapie, une médicamenteuse ou autre qui va s'adapter aux symptômes. Et vous allez rater le truc. Et alors, une fois que vous avez pris cette thérapie, elle a des bons effets ou des mauvais effets. Et il y a un mot que j'aime bien, que j'ai entendu une fois chez des économistes, c'est le mot iatrogène. Iatrogène, c'est le médicament qui produit l'effet contraire de ce qui était attendu. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment le cœur. Je reprends mon propos de début. Ma théorie sur ces taux d'intérêt négatifs sont la conséquence d'une suite de crises qui se sont produites et qu'on a traitées d'une certaine manière et dans un enchaînement, un escalier qu'on descend. Alors, le terrain, eh bien, c'est, dans ma thèse, dans l'idée que je défends, le terrain, c'est que dans les années 80, on a changé radicalement de modèle économique. Le modèle économique de l'après-guerre, c'est bien sûr la reconstruction. C'est un modèle basé sur la négociation, sur le partage de la valeur ajoutée, les gains de productivité. Bon, ce modèle foire à partir des années 70, essentiellement pour des raisons d'inflation mal maîtrisée, des chocs pétroliers, de la guerre du Vietnam, etc. Mais fondamentalement, c'est un modèle basé sur la négociation avec un pouvoir équilibré entre les détenteurs du capital, les actionnaires, et les représentants des salariés, les syndicats. Et à partir des années 80, Thatcher, Reagan et compagnie, ce modèle change radicalement et on rentre dans ce que j'ai appelé le capitalisme financier tout à l'heure, et ce qu'on appelle en théorie, à partir des années 90, l'économie patrimoniale, c'est-à-dire asset-based, c'est-à-dire une économie dans laquelle les revenus du patrimoine ont plus d'importance que les revenus du travail. Alors, je relise là-dessous les crises, mais voilà, l'idée, c'est vraiment ce changement, et c'est dans ce régime que nous sommes aujourd'hui. Et alors, il est conforté, ce changement de régime qui, au départ, est politique, c'est la révolution néoconservatrice américaine, c'est l'abandon du keynésianisme et le retour du néolibéralisme. Il est conforté par la digitalisation de l'économie, le numérique, et par la globalisation. Autrement dit, on peut déplacer le travail à travers le monde et on fait rentrer, après la chute du mur, du rideau de fer et l'entrée de la Chine dans l'OMC, on fait rentrer 500 millions, 600 millions de travailleurs qui coûtent 10, 20, 30, 40 fois moins cher que le travailleur occidental. Et on crée cet environnement que j'appelle l'environnement de déflation salariale. Alors, qui provoque la désinflation globale. L'inflation des années 60-70 monte jusqu'à 10-15% suivant les pays. À partir de 80, elle décroît, et elle décroît définitivement, et elle se stabilise comme elle est aujourd'hui. Alors on peut débattre sur l'inflation mesurée et l'inflation ressentie, mais elle se concentre à peu près autour de 1%. Donc la part des salaires dans la valeur ajoutée diminue très rapidement. Alors, la valeur ajoutée des entreprises, c'est la richesse réellement créée. Une partie va au capital, une partie va au salaire, et une partie va à l'État pour ses dépenses régaliennes ou pour sa redistribution. Le graphique là que je viens d'afficher, c'est le produit intérieur brut par heure de travail. Donc, vous voyez que la pente est un peu moins forte que dans les années d'avant la crise, d'avant 2008, mais elle reste positive, sauf pour un pays. Et au même moment, la croissance
du salaire horaire, elle, ralentit. Alors, peut-être pas en France, effectivement. Et puis aux États-Unis, il y a une petite pointe en 2016, mais ça a rebaissé, 2017, mais ça a rebaissé après. Voilà. Donc, la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est une situation donc, qui privilégie les résultats des entreprises, qui est basée sur une grande partie sur la délocalisation, donc sur des gains de, moi, ce que j'appelle, c'est plus des gains de productivité, c'est des gains de délocalisation. Et ça crée un truc épouvantable, c'est qu'en fait, c'est la désindustrialisation aux États-Unis, en France, un peu moins en Allemagne, mais il y a quand même une désindustrialisation en Allemagne. Et donc, les produits industriels de base consommés par les pays occidentaux, dits avancés, sont produits ailleurs. Et ce que les gens de ces pays produisent, eh ben, ils ne le consomment pas. Donc, la solution, c'est quoi pour que le système continue à fonctionner? Eh ben, c'est que tous ceux qui ne peuvent pas payer s'endettent. Et donc, on a une croissance démesurée de l'endettement. Voilà, le graphique de droite, c'est l'ensemble des dettes négociées sur les marchés financiers. Donc, alors que c'était resté relativement stable pendant des décennies, à partir des années 90, mais plus encore 2000-2010, la dette monte. Alors, l'histoire de partage de la valeur ajoutée, oui, la France fait un peu exception, mais malheureusement, la France, par rapport au taux d'intérêt, etc., fait partie de l'Europe, fait partie de l'OCDE, fait partie du monde, donc elle est dans la même valise. Et cette évolution crée ce qui est un peu une tarte à la crème aujourd'hui des économistes non orthodoxes, c'est-à-dire le creusement des inégalités. Donc ce graphique-là sur la partie... ça, c'est la part dans le revenu des 10% les plus riches. Donc vous voyez que dans les années 1900-1920, c'est très élevé. Puis intervient la crise de 29 et la grande récession, la grande dépression des années 30, la politique rooseveltienne. Roosevelt met les impôts à 90% sur la tranche marginale, et donc tout le monde suit à peu près, et donc cette part des 10% les plus riches descend à 30%. Et à partir de 1980, vous voyez qu'elle remonte. Alors il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui illustre ça. Moi, j'aime bien le graphique de droite. C'est la différence entre la moyenne et la médiane. Alors, illustration très simple. Vous prenez 100 personnes dans une salle comme celle-ci qui ont 100 000 $ de revenus ou de patrimoine, peu importe, répartis à peu près également. Donc, la moyenne et la médiane sont égales à 100 000. Puis, vous faites rentrer Warren Buffett et Bill Gates dans la salle. Donc la moyenne monte à 2 milliards et la médiane, elle n'a pas changé. Voilà. Donc quand on mesure l'écart entre les deux, on voit qu'un pays comme les États-Unis, c'est 6 l'écart entre la médiane et la moyenne et la médiane. Donc c'est révélateur, c'est un peu comme le coefficient de Gini, c'est un autre indicateur des inégalités. Donc il y a des économistes français, il y a bien sûr Piketty, tout le monde a lu le premier 900 pages, puis le deuxième 1200 pages volume de Piketty. Il y a des études historiques très longues sur la question. Voilà. Et puis il y a des économistes qui ont aujourd'hui français, parce qu'ils n'ont pas de travail en France peut-être, en tout cas, qui travaillent chez les démocrates, les candidats démocrates américains de l'aile gauche du Parti démocrate sur ces questions. Monsieur Saez, monsieur... il y en a un autre, je ne me rappelle jamais son nom, c'est pas grave. Alors, je reviens à mon idée, ce qui ne va pas, c'est l'endettement. Donc l'endettement, voilà... la courbe en violet, l'encours des emprunts obligataires. En rouge, la capitalisation boursière, et en vert, la croissance du produit intérieur brut.
Ça, c'est américain. Non, c'est mondial, pardon. Et à droite, vous avez le total des actifs financiers, c'est le calcul que je fais en ajoutant la capitalisation boursière, action et le marché obligataire. Donc on est aujourd'hui, à l'échelle du monde, à 300%. C'est-à-dire que l'ensemble des dettes et des titres financiers représentent 3 fois le PIB mondial. Ce qui est un record mondial, parce que les chiffres antérieurs sont évidemment beaucoup plus faibles. La capitalisation boursière américaine fait 140% du PIB, alors qu'en moyenne historique, elle fait 75%. Donc on est vraiment dans une situation tout à fait exceptionnelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette période, je parlais tout à l'heure d'instabilité financière, j'avais fait une étude sur les principales bulles financières, c'est-à-dire les principaux scénarios de marché un peu délirants. Et on s'aperçoit qu'à part... Et vraiment, j'ai fait de l'histoire sur quasiment un siècle. À part 1924-1929, tous les autres sont dans la période récente, sauf le Nikkei japonais 1984. Donc c'est un phénomène qui est lié aux conditions macroéconomiques, mais surtout financières, qui se produisent. Et évidemment, quand on parle de bulle, on parle de crack. Et donc c'est bien ça qui est en cause. On a eu la crise de 2000, la nouvelle économie, les boîtes valorisées à 2000 fois leur budget publicitaire et tous ces machins-là, les WorldCom, les Vivendi, les Enron et compagnie, avec souvent des malfaçons en plus des engouements excessifs. Et puis on a eu 2007-2008, après la crise des subprimes, mais on a eu d'autres phénomènes. Voilà. Et en général, plus la bulle est importante, plus la chute est forte. Et alors, je crois que vous avez déjà parlé de ça la semaine dernière, la bulle des bulles, quand même, c'était en 2018, c'est notre ami le Bitcoin. C'est-à-dire que j'ai dit que toutes les bulles importantes étaient récentes. Il y a eu celle des tulipes, il y a eu la compagnie du Mississippi, mais tout ça a été complètement surclassé l'année dernière par le Bitcoin. Alors, on arrive à la théorie. Ce que je disais en introduction, c'est l'escalier. Volcker monte les taux en 1980 à 20%, et ensuite les taux baissent, ils baissent, et à chaque fois qu'ils remontent, il y a une crise. Janvier 87, crack d'octobre 87, 1990, crack des saving and loans, on rebaisse les taux, on les remonte, on les rebaisse après le crack de la bulle Internet. Et vous voyez qu'on descend un peu plus à chaque fois. On descend un peu plus. On les remonte de 2003 à 2007. Patatras, la crise des subprimes. Et on les descend. Et on est là où on est. Donc c'est bien une histoire de trucs inéluctables, de descente. Bon, ça, je vous ai déjà montré. Et alors, la théorie, donc, alors ZIRP, qu'est-ce que ça veut dire, ces sigles barbares? ZIRP, ça veut dire Zero Interest Rate Policy, politique de taux zéro, NIRP, politique de taux négatif, et Quantitative Easing, politique de fourniture de liquidités par les banques centrales pour les banques commerciales. Ce qu'on appelait les Quantitative Easing, c'est on achète tous les mois, la Fédérale Réserve des États-Unis, la BCE, la Banque du Japon, achète tous les mois X dizaines de milliards de titres obligataires émis par le pays sur place. Et donc le graphique à droite, c'est le montant des encours de ces titres détenus par ces banques centrales. Donc on est monté à peu près à 30% du PIB aux États-Unis, et on est monté en Suisse, on est à plus de 100%, et au Japon, on est également à plus de 100%. Alors, dans ces politiques, c'est une question qui m'a été posée, qui gagne, qui perd? On dit que c'est une anomalie, mais si on le fait, c'est qu'il y a forcément des gens qui gagnent, des gens qui en profitent. Alors évidemment, les emprunteurs sont gagnants. Le crédit à la consommation, vous pouvez aller acheter une voiture avec un crédit à la consommation à 1,50 ou 1,30 ou 1,20. Bon, autrefois, c'était des taux prohibitifs. Aujourd'hui, voilà. Vous pouvez acheter un appartement, comme je disais tout à l'heure, ou une maison avec un taux à 25 ans à 1%. Les entreprises, et les entreprises, en théorie de la gestion des entreprises, on parle de l'effet de levier.
plus vous avez de dettes et moins vous avez de capital propre, et plus vous retirez de votre bénéfice d'exploitation. Ça s'appelle l'effet de levier. Donc évidemment, les entreprises sont incitées à ne pas trop émettre de capital et à s'endetter. Jusqu'au rachat d'actions, on en reparlera peut-être un peu plus tard. En tout cas, c'est bien sûr les entreprises profitent largement de cette manne pour modifier leur structure financière. Et puis, les très gros épargnants, ce que j'ai mis très gros entre guillemets, c'est-à-dire en fait les fortunes patrimoniales à base de patrimoine immobilier, parce que si vous avez des prêts immobiliers à des taux très très bas, les primo-accédants peuvent acheter, donc permettre à ceux qui étaient avant eux de vendre et de racheter plus gros, etc. Et ça remonte jusqu'en haut. Comme il y a une pénurie de foncier, ça fait exploser les prix. Et donc, ça revalorise les patrimoines immobiliers. Et bien sûr, les patrimoines boursiers à travers la formation des bulles. Et puis, les États. Les grands gagnants, il ne faut quand même pas l'oublier, sont les États. La dette de la France a augmenté régulièrement toutes ces dernières années, mais le service de la dette, lui, a baissé. Et en 2012, je pense, c'était le poste le plus important du budget. Et aujourd'hui, ce n'est plus le poste le plus important du budget. Parce que je crois que le taux global de la dette de la République française, aujourd'hui, c'est 2,30, quelque chose comme ça. Et le taux moyen des émissions d'obligations, ça doit être 0,15 ou quelque chose comme ça, des émissions de l'année. Donc on est vraiment dans quelque chose de très bas. Alors qui perd ? C'est nous les petits épargnants. On a parlé du livret A, des livrets, la descente aux enfers du rendement des fonds en euros. Les banques. Ce n'est pas un hasard si les banques, notamment européennes, sont très à la remorque en termes de profitabilité par rapport aux banques américaines, qu'elles ont boursièrement sous-performé de manière invraisemblable depuis quelques années. Parce que dans la gestion du bilan des banques, acheter des obligations d'État qui rapportent, mettons, 3% et les refinancer à la Banque centrale à 0,50 ou 1%, ça laisse 2% de marge. Mais quand l'obligation rapporte 0%, même si on la refinance à moins 0,20, ça ne laisse pas de marge. Et donc les banques souffrent, les grandes banques souffrent directement de cette situation. Et puis alors l'économie en général, ça c'est un sujet évidemment important, c'est que, j'ai parlé tout à l'heure du temps, donc on a inversé le rapport du temps. Et donc, on n'a plus de notion de durée. Je parlais de capitalisme financier. Le capitalisme entrepreneurial, c'est me dire je fais aujourd'hui pour dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Donc, le temps a un prix et le temps m'incite, ce prix m'incite à agir. Aujourd'hui, on est dans l'instantané, donc on est dans l'agilité. Je fais un truc, puis j'en fais un autre. Et donc, il y a plus l'économie ne repose plus sur une notion de projection dans le temps. Et puis l'autre facteur, c'est ce qu'on appelle zombie économique ou zombie banque. Alors le cas typique, l'archétype de ça, c'est le Japon. Le Japon qui n'a jamais pris la décision de nettoyer son système bancaire. Donc des banques qui ont des NPL, non-performing loans, des prêts qui ne rapportent rien parce que les débiteurs sont en mauvais état. Mais ces banques sont refinancées par la Banque centrale, donc elles survivent et donc leurs débiteurs survivent. Et donc il y a tout un pan de l'économie qui devrait être nettoyé sous le principe schumpeterien de la destruction créative. Eh bien, il n'y en a pas. Et donc ça, c'est un poids et c'est vraiment un effet négatif. Alors après, il y a l'avant-dernière idée, c'est les effets, non, le dernier de mon exposé clinique, c'est les effets indésirables ou iatrogènes. Et là, j'ai rien inventé, ce sont des banquiers centraux eux-mêmes qui l'ont écrit dans des rapports qu'ils pensaient garder pour eux, mais finalement, on a pu y accéder. C'est la généralisation de la gestion RORO. Alors, qu'est-ce que c'est que la gestion RORO ? C'est la gestion risk on, risk off. C'est-à-dire que si vous êtes dans un univers de taux zéro, vous n'avez plus le support de dire tiens, je vais faire comme on fait dans l'assurance vie, par exemple classique, j'ai X% d'obligations
qui vont me rapporter un coupon, tranquille, pépère, et puis Y% d'opérations un peu plus spéculatives, un peu plus risquées. Je peux faire un truc comme ça. Sauf que si l'obligation vaut 0%, d'abord elle rapporte 0%, et ensuite elle a une volatilité, c'est-à-dire une sensibilité à la variation de taux qui est colossale. Donc je ne peux pas être investisseur structurel, durable, en tant qu'opérateur de marché, en obligation comme ça. Donc je suis obligé, à chaque instant, de me dire j'y vais ou j'y vais pas. Je suis ou je ne suis pas. Et je ne peux pas me dire, tiens, je vais construire mon portefeuille avec une visibilité sur 5 ans ou 10 ans parce que j'ai des choses qui sont certaines dans le comportement et certains dans la durée. Donc ça, c'est un facteur d'instabilité des marchés, c'est-à-dire que on va déplacer le raisonnement rationnel, enfin, si on peut dire rationnel, de l'investissement à moyen terme avec des considérations macroéconomiques, etc. On va le déplacer vers un truc beaucoup plus spéculatif, donc beaucoup plus moutonnier, donc beaucoup plus imitatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'entends, je discute encore avec des anciens collègues, etc. On n'a pas le choix. Si t'es pas long, t'es con. Long, ça veut dire investisseur. Voilà. En gros, le marché monte, il faut que tu y sois. Voilà. Et ça veut dire que tant que les choses sont bien, fonctionnent dans la confiance, ça va bien. Et le jour, le grain de sable, patatras, le château de cartes s'écroule. Alors, je termine là-dessus. J'ai dit, trou noir, on a la preuve que c'est un trou noir. Enfin, j'ai la preuve. Enfin, c'est contestable. Hein. J'espère que vous poserez des questions embarrassantes. Entre fin 2013 et 2018, la Réserve fédérale des États-Unis a cherché à normaliser les taux. Ils ont eu conscience que ces taux à zéro, puisque eux n'étaient pas en négatif, étaient des taux anormaux. Ils ont bien vu la courbe que je vous ai montrée de la descente en escalier en disant maintenant qu'on est à zéro, on ne peut pas faire autrement que de remonter. Donc ils ont parlé, ils ont écrit, ils ont expliqué. Et on va faire, d'abord on va faire diminuer le bilan de la Réserve fédérale. Donc on va arrêter d'acheter des titres, on va faire diminuer le bilan, on va faire un anti-quantitative easing. Et puis on va remonter les taux progressivement. Alors ils ont fait ça en marchant sur des œufs, tout doucement, en prévenant, en expliquant, etc. Bon. Et puis, fin 2018, il y a eu ce qu'on appelle dans la littérature de marché financier la colère des marchés. Comme Powell, le président de la Fed, disait qu'il allait continuer à monter les taux, les marchés financiers, les actions ont baissé de 20%. Pour montrer qu'on ne pouvait pas faire ça, que si on montait les taux, il y allait avoir un crack financier. Et là-dessus, notre copain Trump a dit à Powell, si vous continuez à monter les taux, en gros, je vous mets dehors et j'en mettrai un autre à votre place. Et il y a eu une volte-face absolument incroyable parce qu'on est quand même dans un régime où, en principe, les banques centrales sont indépendantes du pouvoir politique et la Réserve fédérale a fait une volte-face absolument hallucinante. Alors, c'est un graphique un peu technique, je ne veux pas vous embêter avec les explications, mais en gros, la courbe qui est en bas, c'est la courbe en pointillé, c'est la courbe des taux d'intérêt entre banques à très court terme. Et toutes les courbes qui sont dessus, ce sont les anticipations du devenir de ces taux faites à chaque date par les officiels de la Fed. Et vous voyez que les courbes, elles sont toujours... ils pensaient qu'il faudrait faire 3%, puis finalement, on n'y arrive pas. Alors, peut-être qu'on fera 2, puis finalement, on ne fait que 1. Et puis, vous avez tout à fait à droite une petite remontée quand M. Powell, nommé à la Réserve fédérale, a dit « Mais moi, cette normalisation, je vais la faire. » Donc, on monte, et patatras, fin 2018, début 2019, parce que les marchés financiers se sont fâchés, on retourne sa veste et on repart dans l'autre sens. Alors c'est important parce que ce repart dans l'autre sens, c'est qu'on revient vers des taux voisins de zéro. Alors on parle de taux réels, on enlève l'inflation et on dit on a un taux des Fed Funds à 1,5, on a une inflation à 2, donc on a un taux réel de moins 0,50. On n'a pas encore un taux nominal négatif, mais on n'en est plus très loin. Bon, on voit rien. Oh. Ah zut. Alors, je voulais vous montrer le graphique du Standard & Poor's pour montrer que la machine à faire de la richesse boursière avait marché. Trump a gagné. Il a fait la bourse a monté de 25% l'année dernière et continue à monter cette année. Mais ça veut dire qu'on est encore plus que jamais dans ce schéma
richesse patrimoniale d'un côté, taux négatif de l'autre, et la dette qui monte jusqu'où, etc. S'il faut comprendre avec l'histoire de dette, c'est que pour ceux qui font de la comptabilité, il y a débit-crédit. Enfin, il y a eux et nous. Donc, s'il y a des débiteurs, il y a des créanciers. Il y a des dettes parce qu'il y a des créanciers. S'il n'y a pas de créanciers, il n'y aurait pas de dette. D'accord ? Ça veut dire que pendant un certain temps, il y a un appétit pour la dette. Il y a des investisseurs. Le cas, par exemple, les crises pays émergents, Mexique et autres des années 80, la Thaïlande de 97. Pendant un temps, il y a des gens qui sont très contents de pouvoir prêter au Mexique, à la Thaïlande et à Tartampion. Voilà. Donc, il y a un appétit. Et puis, tout d'un coup, on dit « Ah non, mais... ou la Grèce, par exemple. Tout le monde était content de prêter à la Grèce. Puis d'un coup, on dit « Non, il y en a trop. » Et là, on repart dans l'autre sens. C'est une autre forme de roro. Donc, on est dans cette configuration. On est dans cette configuration où on est encore dans l'acceptation de plus de dettes jusqu'au jour où on ne pourra plus. Voilà, la dette publique américaine, depuis l'arrivée de M. Trump, elle a monté de 3 000 milliards à peu près. Et le déficit, dans le ratio dette sur PIB, il se maintient à un peu plus de 100%. Bon, alors les États-Unis, c'est le dollar, c'est la monnaie mondiale, donc c'est pas grave. Mais là aussi, ce qu'il y a quand même. Alors, un mot quand même sur l'Europe. La situation de l'Europe n'est pas comparable. J'ai dit tout à l'heure que l'Europe était asynchrone. Tant que c'était M. Trichet qui dirigeait la Banque centrale européenne, il n'était pas question d'acheter des titres des États. Il n'était pas question de mettre les taux en territoire négatif, etc. Mais en 2011, on a eu la crise de la dette en Europe, partant des inquiétudes sur la Grèce, mais aussi du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, ces pays qui avaient vu leur endettement, enfin leur déficit public exploser après la crise de la grande récession de 2008-2009. Donc il y a eu une crise de la dette européenne. Et là, M. Draghi, qui succédait à Jean-Claude Trichet, a dit un mot qui est resté célèbre, « Whatever it takes, nous allons défendre l'euro et nous ferons tout ce qu'il faut pour cela. Whatever it takes. » Et ça, ça a été d'acheter jusqu'à 80 milliards de dettes des pays européens par mois, puis 60, puis 30, puis de nouveau, etc. La problématique de la dette européenne, c'est que ce n'est pas une zone homogène. C'est qu'il y a des pays vertueux, enfin de ce point de vue-là en tout cas, et des pays qui sont moins. Il y a des pays qui ont un déficit, et des pays qui ont un excédent. Et regardez l'échelonnement de l'endettement. L'endettement, on va je ne parle même pas de la Grèce, mais des 140% de l'Italie à 30% dans les pays des Baltes ou 60% en Allemagne. Et donc, si les marchés financiers travaillaient librement, ils sanctionneraient les dettes des pays qui ont les endettements les plus élevés, les déficits les plus élevés, et donc il y aurait un éclatement de fait de la dette souveraine en zone euro, puisqu'il n'y a pas de dette de la zone euro, il n'y a que des dettes des pays membres de la zone euro. Et donc cette politique de taux zéro en Europe, elle a pour fonction principale d'écraser complètement les différentiels de rendement entre les dettes publiques. Donc on n'est pas comme aux États-Unis avec le chantage à l'effondrement du marché boursier, mais on est en Europe, pas au chantage, mais à une mécanique diabolique qui fait que si on laisse le marché faire son boulot d'appréciation des risques, la dette publique en zone euro, elle va partir en éclats avec le risque sur l'euro, etc. Donc Draghi, il a bien dit, je vais défendre l'euro, whatever it takes, c'est-à-dire je vais racheter toutes les dettes des pays indifféremment, en fonction des PIB, etc., mais indifféremment. Donc c'est ça la situation de blocage de l'Europe. Alors j'ai terminé, je suis dans les temps, monsieur le... Donc une note peut-être pas forcément d'optimisme, mais en tout cas pour essayer de... Parce que quand j'ai écrit le bouquin, on m'a dit « Ouais, c'est bien ton bouquin, mais tu n'as pas beaucoup de solutions à la fin. » Bon. Alors, je dis « Mes solutions, vu l'ampleur du problème, c'est pas évident. » Et beaucoup de choses se sont passées en fait en 4 ans, puisque je l'ai écrit pour l'essentiel en 2016. Et je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de la crise écologique.
et donc d'une forme de parité entre crise écologique et crise économique. C'est qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à vouloir traiter l'économie sans l'écologie ou l'écologie sans l'économie. Ce n'est plus possible. Et c'est d'autant moins possible qu'on arrive dans une... par rapport au risque... Alors le risque économique, bon, après tout, le système dans lequel on y est depuis 10 ans, ça peut peut-être durer encore 10 ans comme ça. Tant qu'on a confiance, bon, les banques centrales font n'importe quoi. Vous avez des euros, mais ils gardent leur pouvoir d'achat puisque tout le monde a confiance dans les euros. Donc, après tout, ça peut durer. La bourse américaine vole de record en record. Tout le monde est content. Bon, ça peut durer. Par contre, la crise écologique, elle avance. Et là, on ne peut pas dire dans 10 ans, on peut attendre 10 ans pour s'occuper de la question. Moi, Roland gentiment a dit que j'ai essayé de me racheter dans ma vie professionnelle en faisant de la recherche, mais je me suis aussi racheté. Je n'ai pas besoin de me racheter, mais c'est pas grave. Je me suis aussi racheté en me lançant dans ce qu'on appelait à l'époque l'ISR, ce qu'on appelle maintenant la finance responsable et durable. Et j'ai été le gérant des premiers fonds institutionnels français de système de retraite labellisés ISR. Donc mais c'était en 2005. Et je me dis, mais on est en 2020, 15 ans après, qu'est-ce qu'on a fait réellement par rapport à ça ? On avait l'idée que la sanction que des gérants apporteraient à des entreprises irresponsables augmenterait leur coût du capital, donc les inciterait, parce qu'elles seraient pénalisées dans le recrutement de leurs ressources, les inciterait à avoir des comportements en truc. Ouais, mais c'est long. C'est long. Ça se fait, c'est vrai. Le fonds norvégien, qui est le plus gros fonds souverain du monde, il a des règles extrêmement strictes. On a vu que BlackRock, qui est un fonds un peu sulfureux, un fonds d'investissement sulfureux, est en train de mettre... Donc ça se fait. Mais il faut aller vite, parce que vous savez aussi bien que moi, les horizons... Il n'y a que M. Trump qui pense qu'on peut attendre 15 ans pour s'occuper du réchauffement climatique. Voilà. Donc l'idée, c'est... et je pense qu'une idée fondamentale, et ça c'est politique, c'est que il faut renverser les priorités. Il y a une théorie économique et sociologique qui parle d'encastrement. Qu'est-ce qui encastre quoi ? Alors, dans la logique, on est dans un univers, on est sur une planète, on a des sociétés, on a une économie, on a une finance. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a la finance qui dirige l'économie, qui dirige la planète. Bon, la planète ne dirige pas l'univers, ça c'est clair. Et bon, on n'est pas sur le même horizon de temps. Mais donc, l'idée, c'est ça. C'est est-ce qu'on a à prendre des décisions économiques ? On verra notre commission des 150 volontaires. Il faut limiter la circulation des poids lourds dans notre pays. Bon, mais ce n'est pas dans 15 ans. Il faut arrêter les sacs en plastique, mais ce n'est pas dans 15 ans. Donc voilà, c'est l'idée, même si on a toujours cherché à protéger le business. Je me rappelle l'histoire des bouts de bauxite dans les calanques. Bon, on va leur donner encore 10 ans. Mais non, on ne peut pas. Voilà. Donc moi, je pense que la vraie idée, c'est qu'on doit traiter ça maintenant. Et alors, c'est donc d'autant plus problématique qu'on doit... Imaginez une organisation économique dans laquelle on aurait en même temps donc la prise en considération de ces objectifs environnementaux et la prise en compte de ce qui est en train de se passer au niveau du travail, de la consommation, etc. Donc c'est un sujet, c'est pour ça que je dis, moi je n'ai pas de solution. Et d'ailleurs... j'ai mis une petite phrase en bas. Le rôle du chercheur, c'est d'éclairer les hommes sur les forces qui les meuvent et pas de proposer une solution qui serait une nouvelle dictature. Moi, je n'ai pas de solution. Je pense, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que dans le débat politique actuel, cette réunion, et j'ai rajouté la justice sociale, parce qu'effectivement, je vous ai expliqué qu'une grande partie des dysfonctionnements de l'économie mondiale, c'est les inégalités. Donc, il y a les inégalités, il y a l'environnement, et il y a l'organisation d'une économie qui serait moins consommatrice de destruction. Vos téléphones portables, qu'on change un téléphone portable tous les 6 mois, c'est de la consommation-destruction. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est un scénario qui doit changer. Donc ça veut dire peut-être moins de travail, les robots, moins de revenus, moins de consommation. Donc c'est un global. Et on attend un peu...
que les gens réellement au pouvoir s'emparent de ces questions. Donc, on va attendre pas mal de choses de cette fameuse commission. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Je vois que vers la fin, tu commençais déjà à préparer un système de défense. Mais puisque nous sommes dans l'Agora des Savoirs, où il y a eu un certain nombre d'exposés, notamment à caractère historique, est-ce que tu pourrais nous dire, dans la mesure où tu as pu l'étudier ou te rendre compte, le problème du taux d'intérêt a toujours été un grand problème sociétal, de point de vue historique, et ça a été quelquefois même fait l'objet de positions philosophiques, voire religieuses dans un certain nombre de cas, sur la prohibition même de taux d'intérêt. Donc, est-ce que ces mouvements ont réagi au taux d'intérêt négatif? Est-ce qu'ils ont une position là-dessus? Est-ce que tu en as entendu parler ou est-ce qu'ils devraient se réjouir? Puisque quand on prend par exemple qu'il faudrait interdire le taux d'intérêt, comme on le faisait et comme le font toujours un certain nombre de positions philosophiques et religieuses, quelle est la position de ces mouvements sur les taux d'intérêt négatifs? Alors, je ne me suis pas posé la question, je n'ai pas approfondi cette question. Si dans la salle... si quelqu'un... simplement, ce qui est intéressant, c'est que dans la période médiévale, par exemple, on ne parle pas d'intérêt, on parle d'usure. Donc il y a un côté violent. C'est ce qui est proscrit, c'est le caractère d'accaparement, de prédation qui est lié à l'intérêt. Voilà. Donc dans les niveaux de taux, on est aujourd'hui, la question ne se pose peut-être pas de la même façon. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'avant de parler de taux négatifs, dans la période précédente, un certain nombre de banques du monde arabo-musulman contournaient cette interdiction du riba, l'interdiction de l'intérêt, par des systèmes de commission ou des systèmes d'écart sur les prix. Voilà. Mais bon, c'est un sujet sur lequel je ne suis pas très vraiment compétent. Je pense que les banques centrales des pays, notamment du Golfe, etc., n'émettent pas de monnaie en propre. Elles n'émettent pas de monnaie. Je pense qu'elles ont des réserves elles adossent la monnaie en circulation. Elles font du change sur leurs réserves de change, puisqu'elles sont, c'est ce qu'on appelle les pétrodollars. Elles sont excessivement créditrices. Donc je pense qu'elles ne sont pas dans la même logique que nous, en tout cas. Mais c'est très flou, hein, excusez-moi. Oui, je voudrais vous demander, vous avez parlé très rapidement des rachats d'actions. Oui. Pourriez-vous être un peu plus explicite, s'il vous plaît? Alors, les rachats d'actions, donc j'ai été un peu elliptique, c'est les rachats de ses propres actions par une entreprise. Une entreprise alors c'est un phénomène aux États-Unis qui a des proportions considérables. Je crois que le montant d'actions, le nombre d'actions en circulation sur la bourse de New York baisse chaque année de 2 à 3% par le phénomène de rachat. Donc les entreprises qui ont des montagnes de réserves ou qui n'ont pas d'objectifs d'investissement clairs, je ne vais pas parler de ça, mais vous savez qu'on a ce qu'on appelle le ROE, le Return on Equity, le rendement des actions, il se situe aujourd'hui aux environs de 15%. Donc les entreprises n'ont pas forcément d'opportunité d'investir dans de la production. Et donc une autre façon, parce que c'est ça aussi dans le capitalisme financier, l'investissement productif n'est pas le seul ressort de valorisation des actions. Il y a les opérations de fusion-acquisition et puis il y a les rachats d'actions. Si vous rachetez vos propres actions et vous avez le même bénéfice d'exploitation, vous allez faire augmenter votre résultat par action. Donc, et ça fera monter la bourse. Il y aura moins d'actions, mais elles vaudront plus cher. Et donc, ça va faire créer une tendance. Et alors, le problème des rachats d'actions, c'est qu'ils peuvent être soit financés par les réserves de cash énormes dont disposent les entreprises,
soit par l'emprunt. Et comme je le disais dans l'exposé, quand une entreprise peut emprunter à 0,50, c'est assez intéressant de racheter ses propres actions, de faire du levier en fait sur le rachat de ses propres actions. Donc c'est un phénomène qui est assez... alors quand il est marginal comme il l'est en France, parce que c'est très surveillé en Europe, il y a des conditions réglementaires très strictes, mais quand c'est libre comme ça, aux États-Unis, en 2019, il a été racheté pour quasiment 1000 milliards d'actions par les entreprises. Apple avait un projet de racheter 100 milliards de ses propres actions. Donc c'est un phénomène qui crée donc une concentration de la richesse sur un nombre d'actions de plus en plus faible. Donc ça fait un espèce de schéma de Ponzi, alors à l'envers, puisqu'à la fin, il n'y a plus qu'une action qui détient toute la richesse. Donc ça fait pareil, ça fait partie de ces schémas. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais en finance, en économie, en finance, on parle de prophéties autoréalisatrices, on parle de mouvements qui créent eux-mêmes le résultat sur lequel ils se sont engagés. Le rachat d'actions, c'est typiquement ça. Et d'ailleurs, tous les chefs d'entreprise aujourd'hui qui viennent en conférence d'analyse, etc., on leur pose la question. Est-ce que vous allez racheter, est-ce que vous avez des programmes de rachat de vos actions ? Autrement dit, si vous ne gagnez pas d'argent dans votre activité, est-ce que vous allez en faire gagner à vos actionnaires en leur rachetant leurs actions ? Oui, bonjour. Moi, ma question elle est très simple. C'est pourquoi y a-t-il pas d'inflation du coup ? Puisque quand il y a de la création monétaire, en principe, c'est ce que j'ai appris à la fac il y a 20 ans, c'est que ça génère de l'inflation. On l'observe sur le marché immobilier, mais pas sur le reste. Alors qu'effectivement, a priori, les petites gens, la classe moyenne, sont plutôt incités à consommer qu'à mettre leur argent de côté, puisque leur argent de côté leur coûte de l'argent. Donc voilà, pourquoi il n'y a pas d'inflation ? Alors, d'abord, j'ai esquissé l'idée qu'il y a une différence entre l'inflation mesurée et l'inflation ressentie. Vous savez que, par exemple, dans les indices de prix, l'immobilier a une place qui n'est pas la réalité de sa place dans les budgets familiaux. Donc, il y a une sous-évaluation. Moi, je pense qu'il y a une sous-évaluation de tout ce qui concerne les dépenses obligatoires. Moi, personnellement, je me bats avec mon assureur chaque année pour qu'il ne m'applique pas les 4% de hausse sur les primes d'assurance, responsabilité civile, habitation, auto, etc. Donc 4% par an. Quand on vous dit que l'inflation est de 1%, au bout de 10 ans, ça fait une énorme différence. Donc déjà, il y a ce problème. C'est qu'on dit l'inflation est à 1%. L'inflation ressentie par le citoyen moyen est probablement à 3 ou 4%. Ça, c'est un premier truc. Mais la deuxième raison, c'est que pour qu'il y ait de l'inflation, il faut qu'il y ait deux mécanismes qui s'enclenchent. Le premier, c'est qu'il y ait de la création monétaire en excédant de la production de richesse. Et la deuxième, il faut qu'il y ait un déséquilibre offre-demande à un endroit qui va provoquer ça. Or, comme j'ai essayé de l'expliquer, on est en régime de déflation salariale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir de négociation. D'ailleurs, il n'y a plus de négociation. Il y en a un peu en Allemagne. Mais globalement, il n'y a pas de négociation comme on l'avait dans les années 50, 60, etc. Et donc, il n'y a pas d'enchaînement. Il y a de la création monétaire dans les banques, mais ça ne crée pas une demande, ça ne fait pas une accélération de la demande parce qu'il n'y a pas d'accélération des revenus. Donc, les ménages restent globalement épargnants. Bien que leur épargne ne leur apporte plus grand-chose, les ménages restent globalement épargnants. Et donc, il n'y a pas de tension prix-salaire qui enclencherait la mécanique. Voilà. Et donc, tant qu'on restera comme ça, et j'ai parlé des 600 millions de travailleurs venant du monde soviétique et asiatique, au XXIe siècle, on aura 1 milliard de travailleurs venant d'Afrique. Donc, on ne s'est pas prêt de changer. Voilà. Donc j'ai deux questions en fait qui sont un petit peu liées, plutôt sur le plan on va dire politique. Alors la première, c'est est-ce que ça questionne pas finalement le monopole de la monnaie qu'ont les États, la Banque centrale, la Fed, etc. Et parce qu'effectivement à force de jouer à ce jeu-là, comment ça va le terminer, on ne sait pas trop. Ça crée des bulles qui peuvent exploser comme vous l'avez montré. Donc est-ce que ça ne questionne pas en fait ce monopole ? Et puis la deuxième question qui est liée, c'est est-ce que même s'il y a, aujourd'hui elles sont encore très immatures, est-ce que les monnaies plus décentralisées comme le Bitcoin, comme le sont toutes les crypto-monnaies, ne peuvent pas aider à challenger en fait ce monopole ? Alors, je pense que la question quand on parle de monnaie, c'est la confiance.
En fait, on est dans des monnaies fiduciaires, scripturales, etc. Mais la question clé, c'est la confiance. Est-ce que vous avez confiance dans le régime monétaire qui est organisé par la Banque centrale et par l'État? D'ailleurs, quand on analyse les choses, si on va jusqu'au bout, on voit bien qu'on a un couple souverain, qui est l'État et la Banque centrale, qui fait la même chose. Si vous avez une dette qui rapporte 0%, et qui dans les faits est perpétuelle parce qu'elle sera toujours renouvelée, soit vous déclarez qu'elle est en faillite, soit vous la prenez comme un billet de banque parce qu'en fait elle est exactement comme un billet de banque. D'accord ? Et donc la question c'est ce couple souverain qui émet de la monnaie inconsidérément, qui a le monopole de l'émission de monnaie mais qui fait un peu n'importe comment, enfin en tout cas de manière un peu très excessive, à quel moment il peut être défié par la confiance. Et alors l'histoire monétaire ne change pas. Lorsque la confiance s'en va, la monnaie se casse les figures et souvent c'est l'État qui va avec. On a vu ça en Argentine, on a vu ça dans toutes les crises de pays souverains. Donc bien sûr les crypto-monnaies peuvent être un challenge considérable, un défi considérable, les crypto-monnaies, mais les monnaies extérieures aussi. C'est-à-dire, si on analyse la situation aujourd'hui du Japon, des États-Unis et de l'Europe, on voit bien qu'on a... Pourquoi le Japon fonctionne ? Le Japon, c'est délirant, il a 6% de déficit public tous les ans, et la Banque centrale achète la moitié des émissions obligataires et l'autre moitié est achetée par les fonds de retraite. Voilà. Et on est à 250% de dette publique sur PIB, et les Japonais s'en foutent. Mais complètement. Pourquoi ? Parce que le Japon est historiquement créditeur, il a des réserves mondiales d'actifs dans le monde entier, et la dette japonaise est détenue par les Japonais. Donc, tant que le système fonctionne en vase clos, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. D'accord ? Donc le Japon, ça peut durer effectivement éternellement, sauf accident externe. Les États-Unis, c'est très très différent parce que c'est un pays qui est déficitaire, qui a un déficit commercial, un déficit de balance des paiements, qui est plutôt emprunteur extérieur, qui a des dettes en Chine, en Russie, dans les pays pétro-arabes, etc. Voilà. Mais c'est la monnaie mondiale. Donc tant que c'est la monnaie mondiale, ça va. Peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, les Chinois, quand ils n'auront plus le virus et qu'ils auront une armée, diront c'est fini, maintenant le monopole du dollar, on va s'en occuper. Et là, il y aura du souci à se faire sur la question. Mais peut-être aussi que, en anticipation, des messages comme celui que j'essaye de porter feront réfléchir des gens, s'interroger. On voit déjà qu'il y a une fuite vers les actifs réels. Je disais tout à l'heure à Roland Pérez que je suis, moi, une courbe qui me passionne, c'est le pouvoir d'achat en or de la bourse de New York. Alors la bourse de New York, je vous ai montré les graphiques, on est record historique sur record historique, on est à des niveaux, on est à 50% plus qu'au dernier plus haut, etc. Le pouvoir en or, il n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on achète toujours la même quantité, le même nombre de milliards d'onces d'or avec la capitalisation boursière qui augmente de 10 ou 15% tous les ans. Donc ça veut dire qu'il y a toujours ce risque de fuite vers un système extérieur. Donc vous avez cité l'immobilier, les biens réels, et un jour fuir vers autre chose, vers un autre système de paiement. Et à ce moment-là, la confiance, plus elle est unanime à un moment donné, plus elle est fragile en fait. Pour dire juste un mot en complément, la question de monsieur anticipe déjà, on peut dire, sur la conférence qui viendra. Oui. Et ça tombe bien parce que c'est sur le Libra, parce que autant sur le Bitcoin, on a un problème qu'a montré Jacques, notamment sur des changements erratiques dans les taux, puisque c'est uniquement un produit de type spéculatif et pas une monnaie. Autant sur le Libra, mis en œuvre par un certain nombre, conçu par un certain nombre de grandes entreprises GAFA, voulant se débarrasser des contraintes d'État. Là, il y avait un vrai match. Le GAFA, c'est-à-dire presque des firmes multinationales hors sol, hors pays, versus les banques centrales. Et là, on aura les réactions effectivement des banques centrales, et c'est ce match-là qui sera d'ailleurs la clôture de notre session. Merci. J'ai 2 points. D'abord, je voulais vous demander il y a un point que
vous avez abordé, mais un peu rapidement, c'est la question du risque dans l'économie mondiale. Et ce qui est paradoxal, c'est que normalement, vous l'avez dit au début, les taux d'intérêt, généralement, ils sont aussi proportionnels au risque. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que finalement, aujourd'hui, quand l'épargne excédentaire, parce qu'il y a aussi cet aspect, c'est qu'il y a énormément d'épargne qui ne sait pas où s'investir à cause des inégalités dont vous avez parlé, à cause d'un certain nombre donc, de facteurs sur lesquels on ne va pas revenir. Mais si les gens mettent leur argent en achetant des bons du Trésor allemand ou français, en acceptant un taux d'intérêt négatif, c'est parce que c'est à peu près les seuls... On ne fait confiance qu'à l'Allemagne, donc c'est qu'on a une aversion au risque très très forte dans l'économie réelle. Donc là, il y a un premier paradoxe, c'est que normalement, une perception du risque devrait faire des taux d'intérêt élevés. Et en fait, là, c'est parce qu'on a justement une appréhension très très forte sur l'économie réelle qu'on accepte effectivement un taux d'intérêt négatif. Donc ça, je ne sais pas comment ce paradoxe peut être expliqué, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose d'assez nouveau. Le deuxième point, juste un point, c'est finalement, est-ce que vous ne pensez pas aussi, là sur votre conclusion, que c'est une opportunité formidable qu'on a d'avoir des taux d'intérêt négatifs, parce que au fond, on sait que des taux d'intérêt forts, des taux d'intérêt effectivement élevés, le pendant, c'est le taux d'actualisation, c'est-à-dire que ça écrase le long terme. Et à ce moment-là, on n'investit pas à long terme. Or, on sait que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est effectivement d'investir à long terme pour justement la transition écologique, etc. Alors, ce n'est pas le privé qui va le faire pour les raisons de risque dont on vient de parler précédemment. Mais c'est effectivement aux États de le faire. Et donc, est-ce que ce n'est pas le moment, disons, d'emprunter pour faire ces investissements effectivement à long terme. Et pour ça, il faut trouver effectivement des moyens de ce point de vue de mobiliser l'épargne. Alors peut-être par la fiscalité. Enfin, là, on revient à d'autres débats. Là. Alors, le paradoxe que vous mettez en avant, il est épouvantable. Hein. C'est qu'en fait, on a une exigence donc, de rentabilité en tant qu'actionnaire à 15%. Et on accepte de placer l'épargne sans risque à zéro ou en dessous. Franchement, c'est tout à fait paradoxal. Et je sèche. Parce que c'est quelque chose que moi j'ai déjà souligné à plusieurs reprises en essayant de trouver des réponses à cette forme de désordre, parce que c'est un désordre en réalité, parce que le taux par rapport aux besoins d'investissement, un ROE à 15%, ça donne une idée du nombre de projets qui sont mis à la poubelle parce qu'ils ne rapportent pas assez. Voilà. Donc, alors après, est-ce qu'on va vers les obligations parce qu'on ne veut pas des autres obligations? C'est pas tout à fait ça. Parce que quand on regarde ce qu'on appelle les spreads de crédit, c'est-à-dire les marges qu'on va appliquer aux obligations privées, elles sont complètement écrasées. Et moi, j'ai discuté avec un gérant d'une des dernières boîtes dans lesquelles j'étais conseil. Je lui disais, mais comment tu fais pour acheter du Nestlé à moins 0,20 ? Il me dit, mais parce que si demain ça vaut moins 0,40, je vais faire une plus-value. Voilà. Donc, il y a un écrasement, très, très net sur ce différentiel d'intérêt du sans risque au risqué. Mais il n'y a pas un rejet. Le marché obligataire privé, il est florissant. Il y a eu, combien j'avais dit ? Je crois que l'encours des obligations, c'est une étude de qu'est-ce qui a fait ça ? C'est des Suisses. Une étude sur le montant des obligations émises après 2008, c'était 3 fois le montant précédent. Donc il y a une explosion des émissions. Et puis il y a tout le monde émergent qui émet, qui trouve preneur dans des conditions satisfaisantes. Hein. Mais il n'en reste pas moins que l'écart entre les rémunérations obligataires et les rémunérations exigées des marchés d'actions est quelque chose d'absolument paradoxal et impensable. Alors sur la deuxième question, je pense que ça vous avez parlé de l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne est critiquée aujourd'hui pour avoir un excédent de budgétaire. Je me rappelle une étude que j'avais lue il y a quelques années, mais il y a longtemps, sur la coïncidence aux États-Unis des périodes de budget excédentaire et de récession.
Eh ben, en 2007, 2006, Obama avait un budget excédentaire et en 2009, on a eu une récession. Donc ça ne s'est pas invalidé. Et donc la règle d'or du budget équilibré et a fortiori la règle d'or de diamant du budget excédentaire, je pense que ça n'a pas de sens économique. L'économie progresse, l'État peut anticiper ses recettes futures en ayant un budget légèrement déficitaire pour lequel il pourra payer les intérêts. La question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent public? Autrement dit, on va revenir à une question d'efficacité. Effectivement, je pense que les banquiers centraux avaient sincèrement dans l'idée, quand ils ont mis en place ces politiques, de dire on ouvre une fenêtre pour les gouvernements, on va comme je l'ai montré, on va diminuer la charge de la dette. Donc ça va leur assouplir la charge budgétaire. Ça leur offre des conditions de financement comme ils veulent, puisque tout le monde, comme on est acheteur, on crée les conditions de solvabilité, de liquidité permanente de la dette, donc tout le monde va vouloir acheter de cette dette. Donc les gouvernements ont une fenêtre extraordinaire et ils devraient l'utiliser effectivement pour faire non pas de la politique à court terme, mais mener en place des politiques à moyen et long terme. Mais je pense qu'on a des chantiers de ce point de vue-là. Si on en réfléchissait un peu, effectivement, on pourrait dire on peut profiter de cette situation pour le chantier de la rénovation immobilière, pour le chantier de la rénovation ferroviaire. Enfin, il y a des tas de trucs sur lesquels, dans une logique un peu keynésienne, on pourrait dire on peut emprunter et mobiliser des sommes. Un jour, j'ai posé la question, pourquoi est-ce qu'on n'adopte pas pour la transition écologique et énergétique un plan Marshall? Ça veut dire quelque chose qui, en volume, serait dans l'ampleur de ce qu'a été le plan Marshall. C'est-à-dire, on aurait 1000 milliards sur... on a donné combien aux banques? On a donné 4000 milliards. On a donné aux banques 4000 milliards. On peut bien donner sur un projet comme ça, qui transiterait par la BEI. On a les outils en Europe pour le faire, qui transiterait, qui sélectionnerait des projets, etc. Alors, il y a des projets qui vont foirer. On dit, ouais, mais on va faire des éoliennes maritimes et on va perdre un fric colossal là-dedans. Oui, quand on fait de l'innovation comme ça, il y a des échecs. Mais on a quand même les outils pour faire ça. Je pense qu'on est très pusillanime par rapport à... effectivement, utiliser cette situation temporaire de manière plus efficace. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Ici. Là, ici, pardon. Oui, donc merci pour votre intervention. Moi, juste, je voulais rebondir sur une chose dont vous parliez un petit peu, c'était sur peut-être les non-propositions en fait, des États et qui avaient l'air d'un petit peu vous étonner. Moi, je suis un tout petit peu étonné de la manière dont vous présentez l'aspect positif de l'innovation, de la transition énergétique. Mais moi, ma question, en gros, c'est de savoir si vous connaissez les travaux de Jean-Marc Jancovici, qui explique que la croissance est plus liée en fait à l'énergie et que c'est exclusivement lié à ça. Donc, je voudrais avoir votre sentiment par rapport à ça. Qui en gros explique que sans énergie il n'y a plus de croissance, que ça n'est pas lié en fait à des facteurs dits de politique, de quelle qu'elle soit en fait. On peut comprendre aujourd'hui que par exemple des assureurs au-delà de 3 degrés de réchauffement de la planète n'assureront plus rien puisque le risque sera trop élevé. Donc en gros c'est votre sentiment par rapport à ça. Déjà, est-ce que vous êtes sensibilisé à ça, si donc il n'y a plus d'énergie, donc plus d'économie vraisemblablement, donc entre parenthèses plus de Libra mais plus de Bitcoin non plus, parce que plus d'énergie, plus d'échanges avec ça. Donc voilà votre sentiment par rapport à ça et effectivement revenir sur le ROE à 15%. Est-ce qu'il faut justement pas juste changer les règles de ce ROE et effectivement d'avoir peut-être considéré comme les émanations de carbone comme quelque chose de terriblement négatif, et donc un 15% qui effectivement pulvérise la planète n'a que peu d'intérêt finalement. Voilà. Alors sur l'énergie, je crois que c'est un japonais, il me semble, qui a mis en avant
C'est un physicien japonais, je crois, qui a mis en avant la relation entre la croissance du PIB et l'énergie par tête. La question, c'est les économies mondiales, et c'est la Chine aujourd'hui qui est là-dedans, sont de moins en moins industrielles. Autrement dit, on est de plus en plus dans des activités de service, et probablement qu'on ira, si on va dans l'économie que j'ai appelée circulaire et redistributive, probablement qu'on va faire baisser. On peut imaginer qu'à l'état où on est rendu aujourd'hui, cette dépendance de l'énergie, qui effectivement explique les 2/3 de la croissance du PIB à partir en gros du milieu du XVIIIe siècle, ça peut changer. Enfin, c'est un challenge. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on dirait, d'abord, il n'y a pas de raison d'avoir plus d'énergie. Enlever l'énergie, je sais pas, enfin, on peut imaginer des solutions, ou plutôt imaginer qu'il y a des solutions qu'on ne sait pas encore imaginer, mais qui viendront il y a de l'énergie autour de nous, donc on ne sait pas la conserver, on ne sait pas la capter, mais tout ça peut changer. La question, c'est l'énergie fossile. Qu'est-ce qu'on fait de l'énergie fossile? Et il y a des gens qui proposent notamment de mettre dans les comptes des entreprises la diminution de leurs ressources. Par exemple, Total, on devrait mettre chez Total, facturer, enfin mettre dans ses comptes le prélèvement de ressources effectuées chaque année, etc. Donc là aussi, il y a une réflexion sur, oui, la rentabilité financière. Est-ce qu'il est logique qu'elle soit uniquement c'est mon business, c'est tout ce qu'on appelle les facteurs externes, les externalités, soient réintégrées. Ça, c'est un vrai sujet pour remettre les choses un peu plus dans le sens de la marche. Moi, je m'étonne que, puisque effectivement il y a un problème budgétaire depuis un certain temps et que même les taux zéro, ça ne va pas faire grand-chose. Pourquoi les gouvernements n'ont pas songé à lancer un grand emprunt pour justement remonter un peu la pente écologique, et un emprunt, comme l'a fait Pinet il y a un bon bout de temps, indexé sur l'or, sur l'once d'or, en l'occurrence. Parce que, comme vous devez savoir, c'est justement l'or, la valeur de l'or, son pouvoir d'achat n'a pas... est le même qu'il y a 100 ans, pratiquement, à presque rien. C'est la seule valeur qui ait tenu le coup, bizarrement. Alors qu'on traite ça de monnaie, enfin, c'est pas une monnaie. De relique barbare. Effectivement, ça a été une vraie monnaie pendant plus de 100 ans. Et le gros problème, c'est lorsqu'on l'a décroché de l'or, justement. À mon avis, c'est la source de tout ça, pratiquement, 80%. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ce grand emprunt, je pense que là, les gens souscriraient s'il était indexé sur l'or. Ça avait très bien marché, l'emprunt Pinet. Et c'est la seule fois où l'État n'a pas justement ruiné les épargnants, quoi, en leur rendant leur emprunt en monnaie de singe. Voilà. Comme on disait Giscard, le 7%, 73, Giscard, c'est un nom d'emprunt. Ça a coûté une fortune au Trésor. Ça a coûté une fortune au Trésor. Je sais parce que j'étais un vilain trader, comme a dit Roland tout à l'heure, et j'étais au dernier jour de la cotation de l'emprunt à 7% 73 à 31 décembre à la Bourse de Paris, donc j'étais directement opérateur là-dessus. Non, ça a coûté une fortune. Je pense que le problème de l'or, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et donc la quantité de monnaie en circulation, même si elle était réduite, elle revenait à une proportion plus en ligne avec l'économie telle qu'on l'a connue. Il n'y a plus assez d'or dans le circuit. Donc par contre, l'idée d'avoir un grand temps. Non, mais il y a des mesures des façons d'indexer les emprunts sur d'autres
d'autres indices, d'autres façons de rassurer les gens, mais je pense qu'effectivement, la notion de grand emprunt, ça rejoint l'idée de plan Marshall dont je parlais tout à l'heure. C'est effectivement, il y a un besoin d'un déclic important. Peut-être qu'il y a un problème de confiance à l'égard de nos dirigeants dans les différents pays, mais je ne suis pas sûr que l'indexer sur l'or rassurerait les épargnants sur la bonne destination des fonds empruntés comme ça. Voilà. Bonjour. Je n'ai pas bien compris en vous écoutant si le problème en fait vient du capitalisme financier ou s'il vient du capitalisme tout court. Vous avez parlé d'investissement responsable, de finances vertes, mais même dans l'économie réelle, le capitaliste ne va pas planter des arbres pour l'amour des arbres. Ces arbres doivent être arrachés pour produire de la valeur. L'histoire du capitalisme, c'est un régime l'accumulation capitaliste. Et du coup, je veux dire, l'économie réelle, elle implique qu'on transforme la matière. Et même dans une économie de service, elle implique qu'on se mette en mouvement de façon accélérée. Si du moins, on pense Enfin, est-ce que du coup, vous croyez encore à la croissance ? Est-ce que ce mot a encore un sens pour vous ? Parce que l'histoire du capitalisme, c'est aussi lié à un imaginaire. Les machines à laver, les téléphones portables, etc. Et pour ceux qui sont les acteurs du capitalisme, c'est aussi un imaginaire, l'argent, et tout ce que ça permet de faire. Voilà. Bien. Non, je pense que la différence entre le capitalisme entrepreneurial, le capitalisme financier et ce qu'on essaye d'imaginer aujourd'hui dans les structures de développement durable, c'est pas la même chose. Je veux dire, le capitalisme financier, c'est shareholder value, point. C'est Friedman, vous n'avez à vous occuper de rien d'autre que de l'accroissement de la richesse de vos actionnaires. Ce qu'on essaye de faire dans l'économie du développement durable et autres, c'est la stakeholders value, c'est-à-dire je vais m'occuper, je monte par exemple, moi je me suis occupé dans l'immobilier. J'ai travaillé comme conseil dans une société qui gère des SCPI. L'immobilier, l'immobilier responsable, c'est pas seulement de l'immobilier vert. Bien sûr, c'est de l'immobilier qui est performant énergétiquement, etc. Mais c'est l'idée d'un réseau, d'un bien-être social, d'un bien-être des occupants, d'une durabilité, etc. Donc c'est une vision beaucoup plus globale qui n'est pas seulement je vais avoir la valeur locative de mon... Même si à la fin, mon immeuble qui est bien placé, qui a été bien conçu, qui est bien placé, peut-être que dans 30 ans, il se revendra mieux que celui qui a été fait n'importe comment, n'importe où, et qui n'est pas confortable, et qui n'est pas sympa, et qui est... Voilà. Mais ce n'est pas le seul objectif. Je pense qu'on peut imaginer... alors après, je ne sais pas, vous avez parlé un peu de commun, non, pas du tout. Dans ça. Toi, tu es un grand spécialiste. Voilà. Mais... je pense qu'il peut y avoir un renouveau d'une façon, alors sur un plan territorial, sur un plan local, de choses qui soient participatives, en tout cas qui associent les parties prenantes à la marge de l'entreprise et à l'investissement, et pas seulement à la rentabilité. Maintenant, la croissance, c'est une autre question. La croissance, c'est sûr que la croissance telle qu'on l'a connue, en gros, depuis... les années 50, elle ne peut pas se perpétuer comme ça c'est clair. Alors est-ce que c'est la décroissance, est-ce que c'est une croissance différente, c'est une croissance d'activités non marchandes, c'est pour ça que je dis que c'est un chantier immense, parce qu'on ne peut pas continuer à acheter des iPhones tous les 6 mois, ça c'est absolument certain. Mais alors, capitalisme ou pas capitalisme, moi je ne suis pas de... Un des gros problèmes, puisqu'on est dans le champ politique, c'est, et on voit bien le vide aujourd'hui, c'est quoi d'autre ? C'est-à-dire qu'on peut imaginer un capitalisme qui ne serait plus exclusivement financier. Est-ce qu'on a une idée d'une organisation sociale, économique et sociale, autrement qu'avec une part de capitalisme ? Je ne sais pas, il faut
Mais ce qui est certain, c'est que la modification du régime d'accumulation et la relation du régime d'accumulation avec les responsabilités, ce que j'ai appelé les externalités tout à l'heure, c'est un vrai sujet. C'est vraiment le truc sur lequel il faut absolument qu'on avance. Mais je n'ai pas de réponse claire à votre question. Hein. C'est un champ, il faudra refaire 2-3 réunions. Hein. Dernière question. Je remercie le conférencier de son intervention. Bon, j'avais 2 ou 3 petites questions brèves et remarques. Bon, bulle financière et immobilière, ça entraîne un endettement. Donc, pour moi, il va y avoir un retour de bâton qui risque d'être très violent. À quelle époque, je ne sais pas. À une époque, je pensais que c'était pour mes petits-enfants, puis mes enfants, et puis je pense que ça risque d'être pour nous. Première remarque. Deuxième remarque, au niveau de la présentation, mais vous l'avez un peu évoqué quand même, il y a marqué, on parle des pays occidentaux, quid de la Chine? Moi, je rajouterai la Chine, mais quid de la Chine et de son devenir, hein. La solution... Alors, j'ai malheureusement pas pu assister aux conférences sur les crypto-monnaies, et malheureusement, je ne pourrai pas venir à la prochaine. Mais avoir dans l'idée que Facebook crée une crypto-monnaie Libra, sachant que Facebook a participé grandement à l'élection de M. Trump, j'avoue que ça m'inquiète très fortement et particulièrement. La solution crypto-monnaie évoquée par un précédent questionneur, là aussi j'avoue que j'ai beaucoup de doutes et beaucoup d'inquiétudes. J'espère me tromper. Et enfin, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez des positions de M. Patrick Artus, qui est un économiste reconnu. Voilà, en gros. Et puis, il y a une dernière ratio qui est très importante que vous avez évoquée. L'ensemble des dettes égale, je crois, 3 fois le PIB mondial. Oui. C'est quand même un ratio très significatif au niveau du surendettement. Oui. Et un ratio que je n'imaginais pas, qui personnellement me fait trembler. Bon, on arrêtera là. Il y a pas mal. Donc, essaye de répondre à cette question. Alors, sur bulle immobilière financière, vos petits-enfants, vos enfants, le métier de prévisionniste est un métier dangereux. Et comme je disais en préparant, si je l'avais réussi, je ne serais pas là, je serais aux Bahamas ou ailleurs. Voilà, j'aurais fait fortune et j'aurais arrêté de travailler très tôt. Non, je suis assez d'accord sur l'idée que tout ça ne peut pas durer éternellement. Mais il faut comprendre qu'à la base de ça, il y a une confiance qui est née et qui a été cultivée, qui a été entretenue sur la toute-puissance des banques centrales. Et donc, la paille dans le truc, ça serait peut-être le jour, et c'était un peu l'histoire du coronavirus, là, tout d'un coup, voilà un truc dont la Chine va s'arrêter de bosser pendant 3 mois. Ça, la Banque centrale, elle n'y peut rien. Voilà. Et ça, c'est un genre de fighter. Donc, moi, j'essaye toujours dans la logique médicale de tout à l'heure, de dire on est dans un système vulnérable. Ce qui est intéressant, c'est de se dire quelles sont les faiblesses du système. Il est vulnérable, donc je dois observer si j'ai des signaux d'alerte précoce de tel ou tel phénomène. Et puis me dire que tout peut arriver à tout moment parce qu'on est dans un état de nature, en plus un peu bouleversé, dont on n'a pas pris toute la mesure. Donc oui, c'est un système qui est fragile, qui un jour aura un gros pépin. Mais le dater, c'est boule de cristal. Les gens qui sont des annonciateurs, qui ont été une fois annonciateurs d'une crise, souvent ils en font un business et ça marche pas. On peut pas être d'abord Cassandre, c'est un métier qui paye pas. Hein. Cassandre, elle a été brûlée quand même. C'est un métier qui paye pas. Et en plus, on a tendance à s'enfermer dans un mode de raisonnement. J'ai gagné, j'ai devenu célèbre. Il y a Monsieur Roubini, il y a des gens comme ça. Je suis devenu célèbre parce que j'ai prévu la précédente crise, donc je vais vous prévoir la prochaine. Mais voilà. Non, il n'a pas prévu la précédente crise. Il a dit que ça devrait mal se passer pour telle raison. Voilà.
Donc ça, oui, on peut dire aujourd'hui, ça risque un jour de mal se passer parce qu'on est dans un phénomène de surendettement et une hyper confiance dans des banques centrales qu'on considère comme omnipotentes alors qu'elles ne le sont pas. Voilà. Donc il y a un jour, ça se passera mal. Alors ça me fait passer directement à M. Artus, que je connais bien, qui avait écrit il y a quelques années « La prochaine crise sera encore pire que la précédente » et qui, la semaine prochaine, fait une conférence à Paris sur qu'est-ce qui pourrait déclencher la prochaine crise. Voilà. Mais non, je vais rien dire d'autre sur... C'est difficile d'être à la fois chercheur et homme d'estrade, je veux dire, parce que en plus on peut avoir plusieurs casquettes. Il a écrit des trucs sur les inégalités très forts, Artus, il y a quelques années. Voilà. Puis après, il a la casquette Caisse des dépôts et il est un peu plus honnêtexiste, il est un peu plus mesuré dans ses propos. Bon, mais ces analyses sont percutantes, mais quelquefois on se perd un peu dans ces différentes orientations et pronostics. Alors pour finir, la Chine, je crois qu'il y a un truc qui est frappant sur la Chine. D'abord, je pense que politiquement, il y a beaucoup de gens en Europe et aux États-Unis qui rêvent d'avoir un système comme les Chinois, c'est-à-dire capitaliste, financier et autoritaire. Comme ça, on n'est plus emmerdé, c'est pas content. Vous savez qu'à Pékin, il y avait des problèmes de brouillard. Bon, eh ben, ils ont interdit les scooters et les mobylettes thermiques. Et, voilà. Et en un an, il n'y a plus que des scooters électriques. Mais essayez de faire ça en France, de dire, on va vous expliquer qu'il y a des gens qui ont des scooters qui ont 20 ans, qui n'ont pas les moyens de s'en payer un autre. Voilà. Donc il y a une espèce de fascination devant ce pouvoir de faire bouger les choses à toute vitesse, de construire un hôpital en 3 jours, de construire 50 000 km de lignes de TGV en 5 ans, etc. Donc il y a une fascination. Et il y a, moi, en tant que financier, dans l'analyse que je fais, ce sont des gens qui regardent énormément ce qui se fait ailleurs pour ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. Et il y a un truc, par exemple, dans le domaine financier, donc celui que j'observe, on a vu le Japon étranglé par les États-Unis. J'ai dit le Nikkei 1989, 40 000 points, 40 000 yens. Aujourd'hui, ça vaut 22 000 et ça a valu 15 000 et moins pendant des années et des années. Et l'immobilier à Tokyo, aujourd'hui, il vaut 35% de ce qu'il valait en 89. Alors, c'était une bulle. Et qu'est-ce qui a fait péter la bulle? C'est la hausse du yen. Et de 1989 et 1995, les Américains ont étranglé les Japonais. Parce que le Japon était un marché financier ouvert. Donc, les Chinois, ils ont dit, marché financier fermé. Pas d'ingérence monétaire et financière de l'étranger chez nous. On fait notre développement et on ne va pas venir nous casser les pieds et nous bousiller notre truc. Donc je pense que cette façon de procéder, alors après les droits humains, tout ça est critiqué, mais je pense que c'est aujourd'hui le pays qui travaille avec des horizons à 15, 20 ans, 30 ans, de manière tout à fait établie, raisonnée et qu'il fait. Donc après, c'est un régime totalitaire qui est hyper critiqué, qui a sûrement ses failles, et chez qui aussi un jour, sans qu'on s'y attende, voilà, le virus, c'est quand même la preuve que les gens ne sont pas contents et que le système est très friable. Donc, avis partagé. Alors, moi, je pense que dans ce que j'ai mis... Non, c'est la dernière. Dans ce que j'ai mis dans le tableau tout à l'heure, j'ai dit que parmi les vraies mesures à faire, il faut refaire des lois antitrust. Les GAFA, c'est le poison du monde. Donc, que Facebook fasse la monnaie, les crypto-monnaies pour le monde, c'est impensable. Voilà. Il faut refaire les lois antitrust qu'on a fait aux États-Unis dans les années après la grande crise. Nous remercions beaucoup Jacques Ninet de son intervention.